Merci en tout cas de m'accueillir. Moi, je suis pas de très loin. Moi, j'habite à Reims. Alors, on est loin, on n'est pas loin par la route, on est très loin par le train, donc ça dépend des jours. Mais en tout cas, c'est une ville que j'aime beaucoup et j'ai plaisir à y venir souvent. J'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'aller à Gênes, donc c'est la première fois que j'y suis et c'est un très bel événement. Donc voilà, je voulais encore une fois remercier toute l'équipe et toute l'association et les bénévoles qui nous accueillent. Et encore une fois, bonjour et merci de m'accueillir. Donc, mon parcours. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. J'ai un parcours qui démarre. J'ai un parcours qui démarre à l'âge de 7 ans, puisque j'ai appris à développer très jeune. Mon père m'avait mis un ordinateur sous les doigts, lui-même qui était fan d'informatique, mais il pensait que j'allais jouer aux jeux vidéo et puis il s'est trompé. Moi, ce que j'aimais bien, c'était justement comment tourner les ordinateurs, comment on faisait pour que les programmes existent. Moi, à l'époque, j'avais pas Internet. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc c'était il y a 25 ans. Et donc, le seul moyen, c'était de lire le manuel. Et puis, en lisant le manuel, j'ai commencé à regarder un peu comment les programmes fonctionnaient. J'en ai fait sur ordinateur. J'ai découvert le web très vite. Mon père était fan forcément d'informatique, donc avait envie d'avoir Internet très tôt. Et donc, en utilisant la première ligne de mon père, j'ai commencé à découvrir les sites web. Et là, je me suis dit, c'est génial, parce que non seulement c'est comme des programmes, mais en plus, on peut le donner à tout le monde. On peut faire des mises à jour sans avoir besoin de donner la disquette à son pote qui va mettre à jour sur son ordinateur, etc. Tout est en ligne. Et donc, on peut parfaitement montrer son projet à tout le monde. Et le deuxième avantage, c'est que je pouvais travailler avec plein de gens sans qu'ils sachent que moi, j'avais 10 ans. Et ils voyaient que mon pseudo et les programmes que je faisais. Donc, dans ces cas-là, c'était très bien parce que ça m'évitait de me montrer et qu'ils voient ma petite tête de 10 ans en train de faire des sites web pour des sites de jeux vidéo, des grands noms. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, j'ai créé ma première boîte à l'âge de 15 ans pour héberger des sites internet, les sites internet de mes amis, et puis je vendais des noms de domaine. Donc c'est les adresses .com, .net, etc. que vous avez sur vos navigateurs. Et en fait, à la base, c'était vraiment que pour rendre service à mes amis, qui sont devenus après mes clients. C'est un peu le problème que j'ai avec mes amis, c'est qu'ils deviennent très vite mes clients ou mes salariés. Donc voilà, je vous conseille de ne pas devenir ami avec moi, sauf si vous voulez gagner de l'argent. J'ai vendu mon entreprise en passant mon bac, parce que finalement, c'était une boîte que j'aimais beaucoup, mais c'était de la prestation. Et moi, dans la vie, je voulais pas être prestataire, je voulais vraiment créer mes propres sites, créer mes propres services et en vivre. Et donc, c'est comme ça qu'avec Guillaume, mon associé, on a créé notre boîte qui s'appelait Beta et compagnie. Alors, le but de Beta et compagnie, c'était de créer que des sites qui s'appelaient Beta. Et Beta quelque chose, comme à l'époque Google, avec Google Calendar, Google Mail, etc. Et au final, on n'en a fait qu'un seul, mais j'y reviendrai. Parce que j'ai créé mon blog qui s'appelait tout simplement Vie de merde. Bon, voilà, donc c'était ma vie à la base. Et pas besoin de me plaindre, hein, c'est tout, c'est comme ça. C'était un site qui était très drôle. Et je pense que les gens ont voulu me soutenir en envoyant eux-mêmes leurs anecdotes. Et ce qui fait qu'après plusieurs semaines de refus, j'ai fini par accepter. Et le site est devenu un buzz que vous connaissez sûrement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Vie de merde ici? Ah, bon, bah voilà, une personne en moins dans l'audience, c'est pas grave. Merci, bonne journée. Non, mais en tout cas, voilà, c'est un site qui a très bien marché. Qui a fait le buzz, comme on disait à l'époque. Donc c'était il y a 12 ans maintenant. Sauf que la vraie complexité, on va y venir dans la suite de cette présentation, c'est que le but quand on est entrepreneur, c'est pas de faire le buzz, mais c'est de gagner de l'argent et faire que son entreprise fonctionne. Et donc nous, toute notre énergie n'a pas été dévouée à faire que tout le monde parle de nous, mais plutôt à que le projet fonctionne et que l'entreprise puisse vivre plusieurs années. Alors, notamment, pour la faire vivre, évidemment, Vie de merde, c'est principalement créé et rentabilisé par la publicité. Donc, les pubs qu'on affichait sur le site, c'était plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, on a fini par internaliser la régie publicitaire et on l'a créé nous-mêmes. Donc, on l'a appelé Décalé, qui est aujourd'hui une boîte qui existe encore, mais qui est dédiée à la protection, enfin, au détournement plutôt de publicité, donc tout ce qui est produit adblock. J'ai revendu le site Vie de merde donc, à 27 ans pour plusieurs raisons, notamment parce que j'avais envie de faire d'autres choses.
On avait comme objectif avec Beta et compagnie de créer plusieurs sites. Et malheureusement, Vie de Merde nous a occupé beaucoup de notre temps et tous les projets qui existaient à côté n'ont pas pu vraiment se développer. Donc on voulait, avec nos équipes, vraiment se dédier à 100% aux nouveaux projets. Et le seul moyen de s'y dédier, c'est de se séparer de l'éléphant qui était dans la pièce et qui était Vie de Merde. On a créé du coup ce startup studio qui s'appelait Netcats, qui était en fait un regroupement de tous les projets qu'on avait autour de la boîte et avec tous nos salariés. Et je vais vous en montrer quelques-uns après. Tous n'ont pas marché. Heureusement ou malheureusement, ça on pourra en débattre. Et puis plusieurs en sont sortis, notamment Beta Série. Là, on revient à Beta et compagnie, puisque Beta Série, c'était le premier site que j'avais créé avec Beta et compagnie, qui est un site qui est dédié aux séries télé, qui est une application qui est gratuite. Ceux qui ne connaissent pas Beta Série, je pense qu'il y a moins de monde qui connaît Beta Série que Vie de Merde, donc je vous le dis. C'est une application qui est gratuite, sans publicité sur les App Store, qui permet en fait de suivre ces séries télé. Donc vous ajoutez toutes les séries que vous regardez, les épisodes, et on vous prévient des nouvelles séries, des nouveaux épisodes, nouvelles saisons, et on vous en suggère de nouvelles. Je suis également investisseur dans une dizaine de projets que j'essaye de suivre dans le Grand Est en général, et ailleurs le cas échéant, mais la plupart du temps, j'essaie de suivre les projets de la région. Je suis également le président de la communauté French Tech Grand Reims. Alors Grand Reims, ça va jusqu'à Charleville, donc il faut voir Reims comme quelque chose de très très grand. Et on a réuni toutes les startups pour pouvoir exister aussi au niveau national et développer tous ces projets-là. Voilà. Alors, je viens ici notamment parce que j'ai écrit un livre que j'ai sorti aux éditions Robert Laffont le 14 février cette année. Le but de ce livre-là, c'était justement de prolonger un petit peu tout ce que je dis en conférence, tous les gens que j'accompagne, les entrepreneurs qui ont souvent beaucoup de questions. On a toujours un peu de mal à creuser dans tous les sujets. Quand on a, par exemple, aujourd'hui une demi-heure, c'est difficile d'aller jusqu'au détail de qu'est-ce que je vais présenter à un investisseur. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on est entrepreneur tout au long de sa vie d'entreprise. Et je l'ai essayé de le résumer dans ce livre-là, qui est assez court, mais qui représente toute la vie d'une entreprise, de la création, de l'idée, jusque la vente ou la cession ou l'arrêt de l'activité en fonction des projets. Le livre est assez concret. C'est que mon expérience. C'est pas de la grande théorie. C'est pas des chiffres. C'est pas des tableaux. C'est ce que moi j'ai vécu, les décisions que j'ai prises au moment où j'ai vécu ces problèmes-là. Et en espérant que ça peut inspirer d'autres personnes, mais c'est globalement ce que je dis à quelqu'un quand on me pose une question sur un moment de mon entreprise. C'est ce que je réponds et j'y réponds dans le livre, avec en plus un lexique qui était aussi important pour moi, de pouvoir décoder un peu tous les termes qu'on entend toute la journée, qui sont souvent en anglais, mais qui en vrai sont très basiques quand on les comprend en français. Et beaucoup de livres aussi pour permettre d'aller plus loin dans beaucoup de sujets. Alors aujourd'hui, on va essayer de révéler tous les entrepreneurs qui sont ici. Est-ce que ici, des gens ont déjà créé une entreprise? Oui. Est-ce que les autres, vous souhaitez en créer une? Qui veut en créer une? Qui aimerait en créer une? Très bien. Et bienvenue dans ce monde. Alors le but de pouvoir, avant de créer son entreprise, c'est déjà d'abord d'apprendre à se connaître. Et puis après à s'associer. On va voir pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à s'associer. Alors déjà se connaître, ça va être important. Et là, je suis content que vous soyez là pour avoir un peu les clés de votre capacité à vous connaître en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai un petit questionnaire, ça va aller assez vite. Alors si vous êtes un bon entrepreneur, vous devez être organisé. Bon, je vois que pour l'instant ça va. Curieux pour découvrir un peu vos nouveaux clients, nouveaux business, c'est important. Vous devez avoir un peu, voire beaucoup de sang-froid, parce qu'au début, on manipule 10 euros, 20 euros, et puis un jour, on en manipule 10 000, et puis un jour, on en manipule 10 millions. Donc là, à un moment, c'est que ça reste vous qui devez prendre la décision. Vous apprenez vite. Moi, je suis un autodidacte, donc je dis pas que j'apprends vite, mais en tout cas, je sais apprendre, et je pense que c'est assez important. Donc déjà, on a 4 grandes qualités à avoir pour moi en tant qu'entrepreneur. Après, ce que vous ne devez pas être: insomniaque, ça c'est important. Je pense que si on fait des mauvaises nuits, on ne fait pas des bonnes journées en général. Et quand on est entrepreneur, on a besoin d'être à fond toute la journée. Donc il faut savoir aussi dormir. Pas être asocial, alors ça je sais que c'est compliqué, surtout pour moi. Moi j'aime bien être derrière mon ordinateur, mais bon, voilà, de temps en temps, il faut parler aux gens, c'est pas évident. Et surtout quand on est entrepreneur, pouvoir expliquer son idée à d'autres personnes, ça permet aussi de l'enrichir.
Maintenant, les petits bonus. Voilà. La comptabilité, c'est important à un moment de sa vie, savoir remplir des cases. Si on ne connaît pas les chiffres, on a du mal à gagner de l'argent. L'administratif de manière générale, hein, la direction générale des finances publiques, tous nos amis des impôts et de l'URSSAF, voilà, ce sont nos amis, et il faut les apprécier. Capable de dire non à un moment aussi, quand on vend un produit, on ne vend pas un autre, et on ne s'adapte pas qu'aux clients, il faut aussi savoir se donner toute la capacité de montrer son produit et ses valeurs. Après, bon voilà, j'ai fait une liste qui était assez importante. Voilà, bon, je vous ai tout donné, comme ça c'est réglé. On va s'arrêter là. Non, ce qui est important, en fait, c'est qu'un vrai entrepreneur ne peut pas avoir toutes les qualités qu'on expose toute la journée, qu'on lit dans les magazines, etc. Un entrepreneur doit d'abord connaître ses qualités à lui, quelles cases il coche dans la liste, et après aller chercher d'autres personnes qui sont capables de cocher le reste. Par exemple, je vous ai parlé de comptabilité. Aujourd'hui, on vous dit, oui, mais c'est évident, moi j'ai un comptable, j'ai pas besoin de savoir faire de la compta. Du coup, vous savez faire la même chose avec le commercial, avec l'administratif, etc. À partir du moment où on ne sait pas le faire, il ne faut pas essayer de s'adapter parce que vous allez mal vivre votre entreprise et au quotidien, ça se ressent avec les clients, avec vos salariés, etc. Moi, quand j'étais tout seul, Vidmerd, ça ressemblait à ça. Donc, bon, voilà, je sais que je suis pas un designer, a priori. A priori, le contenu qu'à l'intérieur, ça devait faire rire les gens, donc ça, c'est resté. Mais la partie graphique, bon, on s'est entouré de gens qui savaient le faire. On a un autre site aussi où, voilà, je sais pas pourquoi, à un moment, je me suis dit que j'étais un designer. Bon, bah, Beta Série, c'est un peu la même chose. Voilà. Alors, c'est un fond, le fond violet, c'est un fond baroque, hein, je sais pas d'où ça sort. Beta Série, c'est un site sur les séries télé, donc du coup, j'ai mis une carte avec une boussole. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû trouver l'icône jolie, je l'ai mis là-haut. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Après, au fur et à mesure, j'ai trouvé un intégrateur, un designer, etc., qui ont fait le travail et qui ont pu améliorer le produit. Et la qualité du produit en elle-même est différente, contrairement à Dewey, où voilà, on m'a dit c'est un site de rencontre. Enfin, c'était l'idée d'un site de rencontre. Et bah, du coup, je me suis dit, je vais mettre un cœur, je vais mettre Dewey au milieu. Et puis voilà, ça fera un super logo. Bon, après, ça a un peu évolué. Donc voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Ce qui est important, c'est de s'associer. Pourquoi? Déjà, c'est plus facile. Quand on s'associe aux compétences d'un autre, bah, ce que vous n'aimez pas faire, vous le donnez à l'autre, qui lui, sûrement, aime le faire. En tout cas, c'est pour ça que vous travaillez avec lui. C'est beaucoup plus simple, parce que quand vous prenez des grosses décisions, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, il y a des éclairages qui peuvent être différents. Et ça, c'est toujours important. C'est plus rassurant pour tout le monde. Un client, il n'aime pas forcément avoir un one-man show en face de lui. Il a envie d'avoir une vraie entreprise avec des gens qui sont là. Si demain vous n'êtes plus là, qui est-ce qui reprend son projet, etc. Vos investisseurs, évidemment, et puis les salariés, puisque ils ont aussi envie d'avoir la continuité de l'entreprise dans la tête. Et donc tout ça fait que votre projet sera, pour moi, beaucoup plus pérenne. Alors, quand je dis associé, c'est pas forcément quelqu'un qui va rentrer dans votre société en apprenant des parts, etc. C'est vraiment quelqu'un qui va travailler avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est bien, on est tous entrepreneurs, c'est génial. C'est la bonne nouvelle du jour. Mais bon, si on n'a pas d'idée aussi, en même temps, ça va être compliqué de créer sa boîte. Alors, l'idée, c'est toujours un peu la réflexion qu'on a. Comme dit moi, quand on parle de vie de merde, comment tu as eu l'idée de vie de merde, etc. Au final, c'est quoi une bonne idée? Bah, de toute façon, l'idée, je vous le dis tout de suite, elle va vous servir à rien parce que vous allez vite changer quand vous allez exposer votre idée, parce que vous n'êtes pas social, vous allez parler de votre idée à tout le monde et tout le monde va vous dire ah c'est génial, mais bon si tu pouvais le faire comme ça, et bon ça on peut les écouter, mais surtout si votre premier client va vous dire moi j'aimerais bien une fonction en plus, j'aimerais bien un service que vous ne faites pas, et forcément l'idée elle va tout de suite changer. Ensuite vous allez en parler à votre famille, elle va vous dire c'est nul. Pourquoi? Parce que bah, quand on a un enfant, on a envie qu'il ait la sécurité dans sa vie, et le chef d'entreprise, c'est pas une position très sécuritaire dans sa vie. Donc on préfère pas que son fils soit chef d'entreprise. Et par contre, vos amis vont trouver ça génial parce qu'avoir un ami entrepreneur, c'est génial. Avec un peu de chance, c'est le prochain Steve Jobs. Et puis au pire, il se loupe et puis ça fait une bonne histoire à raconter. Donc voilà, on est toujours content quand son ami dit je vais créer mon entreprise. L'idée, globalement, elle va représenter, je dirais, moi, dans mes projets, elle représente maximum 5% du succès de ma boîte. Alors 5%, c'est pas énorme, mais c'est ça qui va driver les 95% qui restent. Donc c'est quand même essentiel, hein. Je dis pas que c'est inutile. Par contre, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous avez une bonne idée que vous allez être riche demain.
Et au final, une bonne idée, c'est avant tout une idée. Donc, tant qu'elle n'est pas exécutée, ça sera très difficile à quelqu'un de vous dire si c'est une bonne idée ou pas, parce que tout dépend finalement de la façon dont vous allez le présenter. Par exemple, j'ai pas pris un exemple d'une de mes boîtes, j'aurais bien aimé, vu la boîte ce que c'est. Mais là, c'est un créateur d'une grande start-up qui a, pour les 10 ans de l'entreprise, a publié tous les mails de refus des plus gros investisseurs de la Silicon Valley, qui l'ont tous expliqué que c'était bien, mais c'était pas intéressant, que le marché en lui-même était inattaquable, que de toute façon ils n'avaient pas le temps, etc. Enfin, toutes les excuses qu'on trouve quand on répond à une startup qui nous intéresse pas. Bon, il se trouve que lui demandait 600 000 $ pour 20% de la boîte. Et cette startup, c'est Airbnb aujourd'hui. Donc, je crois que la dernière valorisation, elle est à 35 milliards. Donc 20%, ça aurait été pas mal. Pour 600 000, bon, ça se faisait. Donc tout ça pour vous prouver qu'une idée reste une idée, et même les plus grands investisseurs du monde ne sont pas capables de trouver ce qu'est une bonne idée. Ça laisse à réfléchir. Alors maintenant que vous avez peut-être une idée, le but c'est de la tester. Moi, ce que je dis toujours aux gens avec qui je travaille, c'est de tester l'idée comme si vous aviez 0 €. C'est toujours bien d'avoir un peu d'argent de côté pour créer sa boîte, hein, c'est quand même essentiel, mais si vous êtes à l'étape de test, ne dépensez pas d'argent. Les idées les meilleures sont toujours les moins chères. C'est celles qui vous font gagner de l'argent sans que vous en dépensiez. C'est-à-dire, c'est quand même le rêve. Si jamais ça marche pas, bon, vous allez perdre beaucoup de temps, mais vous n'allez pas perdre d'argent, ce qui est quand même l'essentiel. Quand vous allez tester votre idée, évidemment, il faut rester curieux de toutes les réponses que vous allez avoir, du contact, encore une fois, avec tous les clients. Il faut repérer tous les signaux faibles de votre projet. Et là, je vais vous révéler quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que vous avez un outil parfait pour tester votre projet de start-up, de service, c'est Facebook. Facebook est quand même le plus grand incubateur de start-up et de projets en général. Vous n'avez qu'à créer une page Facebook, vous testez, vous proposez votre produit, les gens vont se répondre, vont s'entretenir entre eux, vont se rendre service, et à la fin, vous avez un outil parfait pour analyser qui a utilisé votre page, à quelle fréquence, qui sont-ils, quelles autres pages ils aiment, etc. Et après, le lendemain, vous pouvez aller voir un investisseur en disant « Bon, ok, j'ai pas dépensé un €, il y a du business potentiel, et en plus, j'ai tous les clients, je les ai déjà ciblés depuis longtemps. » Et pas plus tard qu'hier, il y a une annonce d'un groupe Facebook qui a été racheté dans la région par une entreprise parce qu'elle avait 20 000 personnes qui utilisaient sa page tous les jours. On va passer à une étape qui est très compliquée pour moi. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait encore moins de monde. Non, parce que c'est là, je vais parler de mes échecs. Et quand on est entrepreneur, on a toujours des échecs. Alors, on évite d'en parler en général parce que ça fait pas très bien. Quand on est toujours plus en train de se vendre qu'en train de se déprécier, c'est quand même plus sympa. Mais bon, les échecs sont là et nous, on en a vécu quelques-uns. Et je vais vous en montrer, nous, quelques-uns qu'on a subis ces 10-15 dernières années, qui nous ont coûté à différents termes, mais en tout cas qui nous ont appris quelque chose. Alors, j'ai un premier... alors, on va pas lancer la vidéo tout de suite, je vais vous expliquer. J'ai un associé donc, qui vient du Sud. Alors voilà, chacun a ses états et voilà. Et donc on avait fait Vie de Merde et ça marchait très bien. Et on avait fait des produits dérivés, on a fait des livres, on a vendu 1,5 million de livres, on a fait beaucoup de choses dans la culture. Et il n'y avait qu'une seule chose qu'on n'avait pas fait, c'était la musique. Et donc voilà, il s'est dit on va trouver quelqu'un pour faire de la musique. On a une proposition et on a créé un clip et cette chanson-là qui va vous rester dans la tête toute l'après-midi. De merde. Vie de merde. Aujourd'hui j'ai réussi à faire crier ma copine au lit. Ah, je lui ai pété le menton en tentant une position. Vie de merde. Oh. Vie de merde. Aujourd'hui je vais sur l'ordi et je consulte l'historique. Je découvre ma mère en string sur un site pornographique. Vie de merde. Vie de merde. Vie de merde. Voilà, c'est bon, vous l'avez dans la tête. Voilà, ça fait partie des choses. Bon, c'est passé une fois à la radio, je crois, sur une radio indépendante hongroise, sûrement. Mais en tout cas, bon, ça a pas marché parce que on n'avait pas forcément
la légitimité de rentrer dans ce business-là, de faire quelque chose que les gens ont envie d'aimer. Et je pense qu'on l'a surtout pas assez testé auprès du public. Et quand on parle de Vie de merde, on s'attend à tout sauf à une chanson. Donc voilà, ça allait peut-être un peu trop loin dans le manque d'authenticité, on va dire, même si on avait tout fait nous-mêmes et qu'on en était très fiers. Un autre projet qui qu'on nous a mis entre les pattes, c'est un livre qui existe pour de vrai. Hein, c'est pas une maquette, c'est pas. Vous pouvez regarder sur Amazon. Donc c'est quand on vend des livres, on donne notre accord sans négociation aux traductions. Et donc quand le livre est sorti en Angleterre, les Anglais ont très bon goût et nous ont proposé cette couverture. Et on leur a dit non, mais sauf qu'on pouvait pas leur dire non. Donc voilà, ça fait partie des échecs qu'on a dans la vie, c'est que quand on regarde pas forcément toutes les lignes, on pense pas que ça va être un échec ou en tout cas une erreur de stratégie, parce que du coup forcément on n'en a vendu aucun. Est-ce que vous achèteriez un livre avec une terre, un éléphant qui est assis sur la terre et qui pète et son prout dit FML? Bon, voilà, c'est un concept. Hein. Moi j'ai pas aimé tout de suite. Au fur et à mesure on commence à l'aimer. Mais un prout qui parle, voilà, c'est toujours ou qui pense. On m'a dit un jour c'est un prout qui pense, mais bon, on pense parler. Enfin, bon, voilà. Donc ça fait partie des choses où on a essayé de pousser pour résoudre ce problème, mais c'est jamais arrivé. Et donc sur Amazon, 13 livres, si vous pouvez les écouler, merci. Un autre projet qu'on avait lancé, qui était un peu en relation avec mes premières amours, qui étaient les jeux vidéo, j'étais responsable d'une société, responsable technique d'une société de sport électronique. Et donc on avait développé un algorithme qui permettait de faire du pari en ligne sur les jeux en réseau, mais pas du pari sur d'autres personnes, mais sur ses propres compétences. Ce qui fait qu'on rentrait dans un cadre légal, puisque c'était pas illégal, mais c'était pas non plus marqué dans la loi qu'on avait le droit. Enfin, c'était une zone un peu grise, comme on dit juridiquement, ce qui fait que le truc marchait très bien et était pas illégal, donc légal. Mais les moyens de financement, enfin les moyens bancaires en tout cas de paiement, ont refusé d'y participer, puisque pour eux, même si c'était pas illégal, ça rentrait pas dans leurs conditions. Donc on aurait peut-être dû y penser un peu plus tôt et sans vraiment savoir si ça allait marcher. Et donc au final, on a perdu quand même un peu de temps et un peu d'argent à créer ce projet-là, qui nous a forcément donné d'autres pistes après, mais en tout cas le projet en lui-même a dû être repensé. Et enfin, dans les sites internet, on a ce site-là qui s'appelle Diwi, donc qui était un projet de faire le Vie de merde de la rencontre, où on postait des petites annonces en fait de rencontres. Donc au lieu de se présenter en mettant un profil, âge, taille, etc., on a juste une proposition d'aller dans un endroit, dans un rendez-vous. Et donc on se découvre à travers cette petite annonce. Donc toutes les annonces commençaient par si tu dis oui, d'où un peu la ressemblance avec Vie de merde. Le problème de ça, c'était pas un problème de légal, ni un problème de droit, etc., mais c'était un problème purement de financement. Aujourd'hui, pour lancer un site de rencontre, il vous faut 10-15 millions d'euros minimum, et votre seule porte de sortie, c'est de vous faire racheter par match, donc par le groupe de Mythic, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui possèdent tout le reste, et donc le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de leur faire assez peur pour que eux vous rachètent à leur tour. Donc bon, c'est pas quelque chose qui nous plaît nous en tant qu'entrepreneurs. Certains entrepreneurs aiment bien ça. Il y en a qui ont créé leur application dans ce but-là. Mais nous, quand on a compris que le marché n'était pas forcément adapté à nos ambitions, on s'est arrêté. Dernier exemple en date, c'est ce livre-là justement. J'avais fait appel à un graphiste pour faire la couverture. Et dans une maison d'édition, en fait, ce que je savais pas forcément, mais tout le monde valide en fait la couverture, mais c'est-à-dire tout le monde, quoi, tous les salariés. Bon, voilà, donc chez Robert Laffont, il y a 200 personnes qui doivent valider la couverture, et donc on m'a fait une liste de retours de 10, 15, 20 lignes en disant le texte faudrait qu'il soit un peu décalé, il faudrait qu'il y ait un bandeau, il faudrait que ce soit de travers, mais le bandeau on n'est pas sûr, mais peut-être en rouge, peut-être en bleu, etc. Donc on a fait plein de versions, ça dure 1 mois et demi. Et puis un jour, mon éditrice m'appelle et elle me dit en fait on est un peu embêté, mais la première version, c'est celle-là la meilleure. Donc voilà, on a perdu un peu de temps. J'ai eu du mal à les convaincre dès le début, mais au final, on est resté sur le premier projet qui était le meilleur. En même temps, on partait de loin, puisque les premières versions, voilà, ça c'était leur graphiste en interne qui avait fait ça. On a un peu changé de cap après. Je vais passer très vite pour pas donner la honte. Donc voilà, en résumé sur cette partie-là, je dirais qu'il faut savoir échouer. Quand on est entrepreneur, on se donne d'abord les raisons de notre succès. On fait un business plan, un prévisionnel, on dit qu'on va gagner tant, etc. C'est très bien, mais en général, on le fait jamais
en estimant que si on l'atteint pas, c'est un échec. Souvent on dit ça et puis après le lendemain on fait que la moitié du chiffre d'affaires espéré. Donc du coup on dit bon bah c'est tout, je ferai mieux l'année prochaine et puis on s'en sort comme ça. Sauf qu'en vrai, est-ce que vous êtes vraiment capable d'atteindre à un moment ce chiffre? Ce qui est pas évident, mais à un moment aussi faut savoir échouer. Et quand je dis ça, je le dis vraiment. C'est pas grave, mais il faut se le dire. Un échec est toujours positif, comme on a l'habitude de dire. On apprend de ses échecs, c'est vrai. C'est toujours il y a toujours une part positive dans toutes les erreurs qu'on peut faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout le temps échouer, parce que même si on va apprendre beaucoup et qu'on aura beaucoup de positivité, bon, à un moment, c'est quand même bien de faire quelque chose qui réussit. Et on oublie ou on n'oublie pas en fonction. Je pense que l'avantage et peut-être que la qualité principale d'un entrepreneur, c'est quand même de laisser de côté ses échecs, sinon vraiment là on dort plus de la nuit. Et ce que je dirais un peu pour conclure cette partie-là, c'est que moi, quand on m'avait proposé ce livre-là, on m'a proposé une baseline qui disait les secrets pour réussir, les secrets d'une vie d'entrepreneur réussie, ou les secrets du web. Et ce que j'avais répondu, et là je m'autocite, c'est que le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Malheureusement ou heureusement, quand on est un entrepreneur, on a peut-être une bonne idée, on a peut-être des bonnes décisions à prendre à un moment, mais c'est avant tout beaucoup de travail, une vie qui est dédiée à son entreprise. Et c'est aussi pour ça que nos parents ne veulent pas forcément qu'on le fasse. Mais en tout cas, on a envie de le faire et il n'y a pas une formule magique, malheureusement. Et pour revenir un peu sur cette couverture, la couverture du livre que j'aurai le plaisir de dédicacer à 14h40 sur le stand de dédicace. En fait, j'aime pas trop les bouquins qui parlent d'informatique où il y a toujours une grosse souris ou des trucs avec un iPhone qui est daté l'année d'après parce qu'il y a le nouvel iPhone qui est sorti, etc. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu universel. Et souvent, j'ai l'habitude de dire qu'un projet sur le web, c'est un peu comme piloter un avion. Sauf que la différence, c'est qu'on sait d'où on part, mais on ne sait jamais où on va arriver. On ne sait pas quelle taille fait l'avion. Et puis, quand on est dans un avion, on a des turbulences. Alors, quand vous êtes passager, les turbulences, vous les subissez. Et quand vous êtes pilote, vous les anticipez, voire vous pouvez les éviter. Donc, c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'être le pilote de son propre avion. Et je vous remercie. Je crois qu'on a quelques minutes pour des questions. 1 minute, 30 secondes. 1 minute, une question. J'essaie de négocier, c'est bon. On m'a dit 10 questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, il y a une petite chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que sont devenus les projets bêta, la déclinaison des projets bêta? En fait, il n'y en a eu qu'un seul qui est sorti, c'était Beta Série. En fait, j'ai créé Beta Série et Vidmerde quasiment en même temps. Et Vidmerde a eu le succès qu'on connaît et du coup, on a arrêté ce concept-là qui était, ma foi, délirant. Mais voilà, on a juste fait des produits un peu internes qui s'appelaient Beta. Mais au final, il n'y a que Beta Série qui est resté. Okay, merci. Ça sonnait bien. C'est vrai que ça sonne bien, et c'est international. On a une... Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre première vie de merde, la toute première que vous avez écrite? Alors ma première, c'est pas vraiment ma première, mais je vais vous la dire parce que on me l'a refusée sur le site. Et là, je suis un peu deg. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même les modérateurs, enfin nos modérateurs et puis la communauté qui valide ou supprime les anecdotes. Et celle-là, j'ai jamais réussi à la faire publier. Je l'ai postée 2 fois et j'ai jamais réussi. Alors je venais d'avoir un petit chaton, qui avait 3 mois. Et je suis sorti de la salle de bain. Et forcément, j'étais tout nu. C'est la première fois qu'il m'a vu tout nu. Et il a vomi. Voilà. Donc voilà, merci. Au moins, il y aura une audience à cette anecdote. Et maintenant, je me sens moins seul grâce à vous. Merci.